Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne du vice, de la luxure et de la myrmécologie. Oh là là, trêve de plaisanterie, bienvenue donc sur la chaîne, c'est Feu comme à chaque fois. Et on se retrouve pour le deuxième épisode de la série des vidéos de suivi des colonies sur 2 ans, c'est-à-dire le suivi de toutes mes colonies depuis le début de mon aventure dans la myrmécologie en 2018. Et pour ce nouvel épisode, je vous propose cette fois-ci de suivre l'évolution d'une espèce magnifique pour laquelle je suis tombé véritablement amoureux dès que je les ai découvertes. Ce sont les Coponotus turkestanus. L'aventure avec les Coponotus turkestanus a donc débuté en juillet 2018, en plein été. J'ai commandé cette colonie, comme je vous le disais en aparté, parce que j'étais tombé amoureux de cette espèce. Elle est tellement magnifique, d'autant plus la gine, cette gine yellow black, puisqu'il y avait plusieurs possibilités lors de la commande de cette fondation, c'est-à-dire une gine yellow black ou une gine black. Vous avez plusieurs variantes pour cette espèce. Et donc j'avais commandé cette petite fondation yellow black avec un petit couvain et 5 ou 6 ouvrières, au détriment, je dois vous l'avouer, au détriment de tous les conseils que je pouvais lire et entendre un peu partout, puisque je débutais à peine dans la myrmécologie et que les espèces exotiques, et notamment les turkestanus, étaient réputées pour leur difficulté de maintien pour un débutant comme moi, à l'époque en tout cas. Mais l'envie était bien plus forte que les conseils, comme souvent d'ailleurs. Je suis persuadé de ne pas être le seul dans ce cas-là. Et donc j'ai fait fi de tous les conseils et j'ai commandé cette petite fondation. Et elles sont arrivées en très peu de temps, en peine une semaine de voyage depuis la France. En pleine forme, et je dois vous avouer que à l'heure où je fais cette vidéo, je ne regrette pas du tout cet achat. Alors bien sûr, les Coponotus turkestanus, il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet. Et donc c'est assez compliqué de savoir exactement comment les maintenir. Et donc c'est pas pour faciliter les choses, surtout quand on est débutant comme je l'étais à l'époque. Mais malgré tout, si on prend un peu de temps, on arrive à pêcher chez 2-3 éleveurs qui en possèdent également des informations utiles. Et donc, à leur arrivée, avec ce petit couvain et ces 5-6 ouvrières, j'ai tout de suite eu du plaisir à les observer. Et je les ai insérés dans un tube rechargeable, humidifié. Mais, comme vous avez pu le voir dans les images, j'avais également inséré un deuxième tube sec, puisque je ne savais pas quel était le taux d'hygrométrie adéquat pour cette colonie. Et donc j'avais préféré une petite sécurité et leur laisser le choix, c'est-à-dire soit un tube humidifié ou un tube sec. Et force est de constater qu'elles ont préféré le tube humidifié. Alors, en ce début de mois de juillet 2018, la gine et ses quelques ouvrières sont arrivées avec un couvain tout à fait honorable, avec une petite grappe d'œufs et quelques nymphes. Et je dois vous avouer que la gine était relativement active, c'est-à-dire qu'elle était assez réceptive à l'environnement extérieur et donc à mes observations. Il a fallu donc que je fasse attention, comme vous pouvez le voir sur les images, elle est assez stressée, et donc il a fallu que je fasse très attention au départ de ne pas trop la déranger pour que tout se passe pour le mieux en ce début
2 mois de juillet et cette nouvelle aventure au sein de la famille avec cette espèce de Coponotus originaire de Chine, mais aussi d'Israël, du Liban, et donc je n'ai aucune idée si elle est chinoise ou si elle vient plus spécifiquement du Moyen-Orient. Juillet 2018 toujours, mais cette fois-ci fin du mois, c'est-à-dire 3 semaines plus tard. Déjà les premiers signes d'évolution avec les premiers cocons au sein du couvain. Coponotus turkestanus est réputé pour un développement lent, mais il est vrai qu'avec le couvain de départ, j'ai très vite pu voir le développement, les premiers développements de cette fondation. Et donc les premières naissances sont arrivées très vite après l'arrivée de cette petite colonie. Et donc fin juillet, début août, les premières naissances à la maison avec la suite de cette première génération d'ouvrières. Avec déjà très tôt un polymorphisme au sein des minors. Alors bien sûr pas de médias, mais des minors de différentes tailles. Donc ça c'est une particularité très intéressante chez Turkestanus. Un polymorphisme même dans les castes en elles-mêmes. Vous aurez des petites et grandes minors, de grands et petits médias, mais également de grands et petits majors, des majors qui peuvent atteindre la taille de la gine. Ce n'est toujours pas le cas chez moi. J'ai déjà de beaux gros médias, vous verrez plus tard sur les images. Mais donc c'est une particularité chez Turkestanus, le polymorphisme est à son paroxysme. Et bien sûr, c'est des moments d'observation toujours agréables, en plus de la beauté de cette espèce. On arrive quelques semaines plus tard, mi-août 2018, et là, la population avait déjà doublé avec les nouvelles naissances, avec une petite, je dirais, douzaine d'ouvrières. Et donc, un développement relativement agréable pour une espèce dite lente. Tout de suite, une belle évolution dès les premières semaines de son arrivée. Donc, beaucoup de plaisir à voir évoluer cette colonie. Je dois vous avouer qu'à l'époque, j'en étais mais très fier. Et comme il était difficile d'avoir des informations sur le web, à l'époque, je suivais la colonie de la chaîne Dracos Reptile, qui lui possédait également une petite colonie qui se portait à merveille, un peu plus en avance que la mienne. Et donc, je suivais régulièrement l'évolution de sa colonie pour voir de quelle manière il les maintenait. Je dois vous avouer qu'il les maintenait plus ou moins comme moi. Et donc, je m'inspirais un peu de ces vidéos. Toujours face aux difficultés d'obtenir des informations sur les Coponotus turkestanus, on arrivait à l'automne et il fallait choisir de savoir est-ce que j'allais les mettre en diapose pure ou simplement leur faire une pause hivernale. J'ai fait le deuxième choix, donc arrivé à l'automne, j'ai fait simplement une pause hivernale. Or, j'ai vu que le développement continuait, en tout cas jusqu'au mois de décembre. Ici on est en janvier 2019, donc elles étaient simplement à température ambiante non chauffée. Il n'y avait plus de cocon, mais elle avait pondu au mois de décembre, donc j'étais un peu étonné. J'avais pu lire aussi chez un autre éleveur que les Turkestanus débutaient leur diapose un peu plus tard que nos endémiques, c'est-à-dire fin décembre. Et c'est ce que j'ai pu également constater, c'est que l'arrêt du couvain se fait assez tardivement, en tout cas cette première année. Et donc, je les avais simplement laissés en pause hivernale. Or, au fil du temps et des informations que j'ai pu obtenir, il s'avère que les Turkestanus demandent malgré tout une diapose relativement froide, aux alentours de 10 degrés. Bon. Eh bien, cette première année, je n'avais simplement fait qu'une simple
pause hivernale à température ambiante. Ça n'avait pas spécialement posé de problème pour cette espèce, en tout cas pour cette première année. Cet hiver, je ferai un peu différemment. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. On arrive tout de suite en février 2019 et on peut voir que le couvain se développe toujours malgré cette petite pause hivernale. On voit là des cocons dans le couvain. Donc honnêtement, j'étais complètement perdu par rapport à la manière de les maintenir, puisque le développement est complètement chamboulé avec cette espèce par rapport à mes endémiques. Donc il semblait cette première année que la colonie n'avait pas fait de pause au niveau du couvain, ce qui peut expliquer qu'elle a effectivement besoin d'une diapause relativement bien froide, comme je vous l'ai dit, en dessous, aux alentours plutôt des 10 degrés. Et donc cette année, je vais faire une première phase avec une pause hivernale, c'est-à-dire à température ambiante, et je vais les passer en diapause pour la deuxième partie durant environ 1 mois et demi. Donc ici on voit qu'en février tout de suite elle avait répondu derrière les cocons et de gros cocons apparaissaient, puisque à ce jour, en février 2019, je n'avais toujours que des minors au sein de la colonie. Et moment intéressant à cette période, j'avais réussi à filmer la naissance d'une ouvrière avec tout le soin que la colonie pouvait apporter à cette nouvelle venue. Donc des images fantastiques, intéressantes. J'avais eu un grand plaisir à vous les partager à ce moment-là. Donc on voit ici toutes ces ouvrières qui s'occupent de la nouvelle venue directement après sa naissance. Donc effectivement, pour une espèce dite au développement lent, ces premiers mois de maintien dans la famille Suisse fourmi, beaucoup de choses se sont passées. Le nombre d'ouvrières a plus que doublé et le mois de février 2019 m'annonçait une année pleine en rebondissement. Or, j'ai eu les premiers gros cocons avec les naissances des premiers médias et un immense cocon me donnait la perspective d'avoir mon premier major. Or, on voit à l'image, ce cocon s'est fait bouffer par la colonie, ce qui revient à nous dire quelle est la manière de les nourrir. C'est vrai que Turkestanus, c'est quelque chose, en tout cas chez moi, de compliqué, puisque il est rare de les voir se nourrir. C'est une espèce qui probablement se nourrit plutôt la nuit, quand tout est calme. Donc tout ce qui est pseudomiela, elle ne se jette pas dessus. Tout ce qui est ver de farine, idem. Par contre, c'est vrai que les mouches domestiques, en tout cas le vivant, là, il y a passablement de réactivité par rapport à ça. Mais c'est une espèce qui est difficile à contenter. En tout cas, elle ne le démontre pas. Elle démontre pas à l'éleveur qu'elles adorent ce qu'on leur donne. Pour autant, vu le développement, eh bien, tout se passe bien, c'est clair, mais il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Et donc, quand elle commence à s'attaquer à une grosse nymphe comme ça, eh bien, on peut se poser des questions concernant la nourriture. Or, elles sont nourries régulièrement. On arrive ici en octobre 2019, c'était à ce moment-là qu'elles avaient enfin déménagé dans leur première fourmilière. Le déménagement s'est fait relativement facilement, je dirais en moins d'une semaine. Tout ce petit monde avait déménagé dans leur première quadricity. Et depuis fin octobre 2019, là, le développement s'est fortement ralenti. Chose complètement différente du premier hiver, où elles ont été très très actives, y compris l'agine au niveau de son couvain. Or cette année, depuis novembre, le développement s'est complètement ralenti pour se stopper au mois de décembre. Et donc il est temps pour elle d'aller faire un petit tour à la cave auprès de cousine pour une diapause d'1 mois et demi à environ 10-15 degrés
ces temps il fait relativement froid, donc on sera beaucoup plus proche des 10 degrés. Voilà, c'était un petit peu le parcours de ces Turkestanus durant 2 ans d'activité au sein de la famille Swissfourmi, en souhaitant que l'année 2020 soit prolifique pour cette magnifique colonie. C'était donc le 2e épisode sur la série consacrée au développement d'une de mes colonies sur 2 ans. Si ce format vous a plu, vous pouvez toujours aller voir le premier épisode consacré au Lasius, si ce n'est pas déjà fait. Et pour la suite, dans une semaine, nous nous consacrerons au Messor Barbarus. Et si vous êtes un grand amateur des Camponotus turkestanus, je vous propose et vous recommande une chaîne YouTube qui vaut la peine d'être connue. Je vous la mets en description et sous forme de lien en fiche. N'hésitez pas à lui rendre visite, c'est la chaîne Fourmis des Plaines, une excellente chaîne qui mérite votre attention. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut, bye bye.